L'entrepreneuriat informel est un secteur qui intègre également les travailleurs indépendants et créateurs d'entreprises qui mènent à bien des activités légales pour lesquelles ils reçoivent une compensation financière qui n'est pas déclarée en tout ou en partie dans le cadre des obligations fiscales, sociales et de droit du travail. Face à cette question, le professeur Paulo Manji, président de la fondation qui porte son nom, explique ici l'origine et les causes et les différentes causes du secteur informel en RDC. Pour comprendre le secteur informel en République démocratique du Congo, c'est un secteur d'affaires où les gens font des affaires sans qu'ils ne soient déclarés. C'est-à-dire, les autres appellent ça l'économie en noir. C'est-à-dire les gens font des affaires sans qu'ils ne soient répertoriés, ils ne payent pas des impôts, ils n'ont pas le numéro de registre commercial, ils opèrent dans le noir. C'est ça un peu le secteur informel. Et les recherches montrent que 90% des affaires au Congo sont dans le secteur informel. Et le secteur informel est lié aussi à l'économie de pauvreté. C'est-à-dire les gens qui n'ont pas assez de revenus, qui vivent dans la précarité, décident tout simplement de se débrouiller et ils le font dans le secteur informel parce qu'ils ne veulent pas pour échapper au fisc, quoi. Ils font cela pour échapper au fisc, ils font cela pour échapper à toutes les formalités que l'on fait pour créer par exemple une entreprise. Voilà, ils le font comme ça et ne pas être contrôlés. Voilà. Mais en République démocratique du Congo, il faut partir aussi d'abord à l'époque coloniale. Hein. Vous voyez qu'il y avait les évolués d'un côté et les petits peuples de l'autre. Ça remontait quand même de là. Mais ça s'est accentué à mon avis avec les pillages que nous avons connus à l'époque du maréchal Mobutu vers les années 91-93, où on a détruit tout le tissu économique de la République démocratique du Congo. Les entreprises industrielles ont fermé, les magasins ont été pillés. Et si vous vous souvenez bien, à l'époque, là, on parlait du marché de Koweït. C'est-à-dire on a pillé un magasin, l'un a pris l'ordinateur, l'autre est parti avec l'ondulaire, l'autre est parti avec le disque dur. Et vous allez au marché de Koweït et Gambela, vous trouvez l'ordinateur. Vous allez à Kingaboa, vous trouvez, c'est pas moi, l'ondulaire. Et les Congolais qui ont perdu du travail, les Congolais qui ont perdu du pouvoir d'achat, se sont lancés dans le marché de Koweït pour pouvoir acheter ce qui a été pillé et vendre aussi. Vous voyez? Et puis tout ce qu'on a pillé a été vendu, mais les marchés sont restés. Les marchés populaires de la rue, tout ça, comme je vous dis le nom de Koweït, tout ça. Et cela s'est accentué jusqu'aujourd'hui. Il y a une prolifération de petits marchés parce qu'à l'époque, les gens vendaient dans les marchés, grands marchés, les marchés Gambela. Aujourd'hui, tout le monde est dans la rue, vendre, ainsi de suite. Donc après les pillages, ça s'est encore accentué et le niveau grandit du jour au jour avec le boom démographique. Kinshasa aujourd'hui c'est une ville de plus de 10 millions d'habitants. Vous voyez, chacun doit sortir le matin pour se débrouiller et du coup tous ceux qui sortent là, ils sont dans le secteur informel. Il y en a qui marchent avec leur bureau dans la poche, il y en a qui se déplacent avec leur table, voilà, c'est un peu ça. Donc l'économie congolaise a une grande proportion dans le secteur informel. En outre, les professeurs Paulo Manji proposent quelques pistes et des solutions pour pallier à ces problèmes. Bon, c'est une thématique qui se développe partout en Afrique. Comment faire amener le secteur informel au secteur formel. Tous les débats tournent autour de ça, les publications, tout ça. Mais moi j'insiste toujours sur le fait qu'on est dans une économie de pauvreté. Quelqu'un qui n'a pas assez de ressources, son premier comportement c'est d'échapper à l'État et de dire le peu que j'ai gagné là, si je dois encore donner à l'État, ça pose un problème. Alors il y a des mécanismes indirects. Par exemple au niveau des impôts. Bien sûr qu'on dise que les gens du secteur informel ne payent pas l'impôt. Bien sûr, ça peut être l'impôt sur le revenu. Parce que quand vous gagnez un bénéfice, vous donnez à l'État une partie. Mais il y a les impôts qu'on appelle les impôts indirects, les impôts sur la consommation. Donc si vous allez acheter, c'est pas moi, les bouteilles d'eau, c'est pas moi, les sacs de farine en gros,
pour venir vendre en détail, ou les habits pour aller vendre de porte à porte. Mais en achetant, quand vous allez acheter, vous supportez déjà la TVA. C'est déjà une manière de payer l'impôt. Vous voyez, donc la Direction générale des impôts a conçu ces mécanismes d'impôt indirect de telle manière que quand moi je vais acheter mes marchandises, je supporte déjà en amont un impôt. Maintenant, quand je vais vendre ça et que je gagne le bénéfice, peut-être là je peux fuir l'État parce qu'il ne voit pas comment j'ai gagné. Il y a aussi la patente. La patente qui est une autorisation de faire le commerce. Bien sûr, beaucoup en payent, beaucoup n'en payent pas. Parce que quand je vous dis, quand on est debout, on marche avec son bureau, donc il y a déjà la difficulté. Donc, la première stratégie, c'est cela, c'est de concevoir des mécanismes où, que vous le vouliez ou pas, vous payez quand même, quelque chose. Le deuxième mécanisme, c'est au niveau de la stratégie entrepreneuriale. Quand on est dans le secteur informel et qu'on a des idées de vouloir devenir un jour un peu plus grand, développer les affaires, parce que généralement, les gens qui développent les affaires finissent toujours par se formaliser. Ça, c'est absolu. Madame, si vous êtes par exemple coiffeuse, vous passez de maison à maison pour coiffer, vous ne payez pas les impôts, vous n'avez pas de documents, personne ne vous connaît. Mais si ça se développe au point que tu as 40-50 clients, tu seras obligé de déstabiliser et de chercher à s'installer. Ça aussi, c'est la deuxième stratégie. Il faut qu'au niveau, par exemple, du ministère de l'entrepreneuriat, qu'il y ait des stratégies d'encadrement des artisans, tout ça, pour les aider d'abord à se protéger, à protéger les droits. Parce que quand on se sent protégé, on contribue. Okay. Je peux prendre l'exemple, vous avez sur Royal, il y a un marché des artistes qui vendent des œuvres d'art. Ils sont regroupés là-bas. Il faut un mécanisme de protection où on les installe, on canalise les activités. Du coup, à un certain moment, ils arriveront eux-mêmes à se obligés de se formaliser. Toi, il faut un mécanisme d'octroi de crédit, d'accompagnement de ces gens-là. Où il sait que, tu vois, à Kinshasa, on a les systèmes de cartes. Tous les petits commerçants, comme ils disent en Lingala, nous jetons les cartes. C'est-à-dire, il vend, il met quelque chose. Il vend, il met quelque chose. Ça, c'est encourager les petits microcrédits. Quand quelqu'un sait que, voilà, si j'ai besoin d'un petit crédit, même de 100-200 $, on peut m'en donner. C'est déjà une façon, un appât qu'on mettrait pour l'attirer, parce que tout le monde se dit je ne veux pas avoir un crédit dans une grande banque, tout ça. Les petites structures de financement permettraient à ces gens. Donc bref, il faut les attirer par l'encadrement, il faut les attirer par les facilités, il faut les attirer par la protection de leurs droits, il faut les attirer en les regroupant dans des petites structures, en faisant de la vulgarisation, de la formation, et du coup ils peuvent... ça ne se terminera pas, mais on peut renverser la proportion, c'est-à-dire une grande partie formalisée et une petite partie informalisée. Merci, professeur. Mais je voudrais quand même souligner le fait qu'il y a aussi le secteur informel institutionnalisé. En fait, c'est l'État lui-même parfois qui encourage ça. Okay. C'est pas étonnant de voir qu'un peintre qui n'a ni document, ni papier, mais il va aller peut-être peindre la maison, je ne sais pas moi, je donne ce même exemple. Hein. Il est peintre, mais vous le trouvez peut-être en train de peindre le bureau du gouvernorat. Ça peut paraître quand même bizarre. Mais monsieur, comment tu te trouves là-bas, hein, tu n'as pas de papier, tu es en train de faire ça. L'État doit aussi encourager, exiger, en principe, comme la loi les demande, hein, pour trouver un marché public, tu dois avoir des papiers en règle et tout ça. Mais parfois, on oublie ça. Surtout nous, la classe des cadres, quoi. Nous commandons les services sans chercher à vouloir si la personne a des papiers ou quoi. Non. Je construis ma maison de 2-3 niveaux, mais mon ingénieur n'a ni papier, tout ça. Ça ne me dit rien. Ça, il faudra quand même que le comportement puisse changer aussi. Ici est de noter que l'État congolais doit encourager la formalisation des entreprises informelles.